Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Tomate C158 qui me demande: Salut Guillaume, tes convictions sur ces 4 actions pourraient-elles te pousser à les shorter? Bonne soirée et merci pour la vidéo. Donc, pour redonner un petit peu le contexte, c'est un commentaire sous une vidéo où je disais que, selon moi, les pires investissements à faire en 2025, c'était dans MicroStrategy, Palantir, Tesla et Nvidia, et que, enfin, principalement parce que je les trouve très surévalués, voire extrêmement surévalués, et donc ça implique que les performances futures seront pas terribles, voire catastrophiques. Donc voilà, il me demande si je suis si négatif sur ces actions, bah, pourquoi ne pas les shorter quoi? C'est-à-dire les vendre à découvert. Et donc dans cette vidéo, bah, je vais expliquer pourquoi est-ce que je ne shorte jamais, quoi qu'il arrive, peu importe à quel point je suis négatif sur une action, dans tous les cas, je ne shorte jamais. Donc voilà, juste avant de démarrer, si vous voulez recevoir ma checklist d'investissement, donc c'est la liste de tous les critères que je regarde pour choisir les actions dans lesquelles j'investis, vous pouvez la recevoir par email en cliquant sur le premier lien qui est dans la description et en premier commentaire épinglé. Et on démarre. Donc déjà, je vais déjà définir qu'est-ce que veut dire shorter ou vendre à découvert. Le mieux pour comprendre, c'est d'imaginer que quelqu'un te prête, par exemple, quelqu'un te prête sa voiture. Toi, tu te dis, ok, là, il m'a prêté sa voiture, je dois lui rendre je sais pas, je dois lui rendre, admettons, la semaine prochaine. Je pense que je peux la vendre aujourd'hui à un certain prix, racheter la même voiture moins chère avant la semaine prochaine et la rendre à mon pote comme si de rien n'était, quoi. Et moi, du coup, j'ai empoché la différence. Donc, il me la prête, je la vends 20 000, je rachète la même 15 000, je lui rends, il voit que du feu et moi, j'ai gagné 15 000, quoi. Enfin, 5 000. Donc, voilà, le principe du short, c'est ça. Donc, sauf que le broker nous prête une action et l'est vendue instantanément. Et nous, notre but, ça va être de la racheter moins cher et donc d'empocher la différence, quoi. Et donc, ça revient au final à parier sur la baisse d'une action. Et donc, si je prends par exemple l'exemple de Palantir, donc, que je mettais dans mon top 4 des pires investissements, je crois que je l'ai mis numéro 2. Si je vais dans l'onglet valorisation sur Graham, donc voilà, rien que si on regarde le ratio prix sur chiffre d'affaires, on est à 123, 123, 124. Et 124 de price to sale, c'est vraiment un niveau de valorisation extrême. Déjà 30, c'est déjà extrême. Et des fois, on me dit oui, mais tu sous-estimes la croissance. Mais non, en fait, en investissement, il faut faire des bons paris. Et donc, ça sous-entend des paris qui ne nécessitent pas des hypothèses de croissance trop élevées. Et là, à 125, on est bien au-delà de la limite de ce qui peut définir un pari raisonnable, quoi. Et donc, on pourrait se dire, dans ce cas, c'est de l'argent gratuit. Il suffirait de short Palantir et je pourrais devenir extrêmement riche en regardant Palantir descendre à 40 fois le chiffre d'affaires, 30 fois le chiffre d'affaires, 20 fois le chiffre d'affaires et peut-être 6 ou 7 fois le chiffre d'affaires comme il y a seulement 2 ans. Et pourtant, je fais pas ça. Et la meilleure illustration que j'ai jamais trouvée de pourquoi ne jamais short, c'est ce qui s'est passé pour Tesla entre avril 2018 et juin 2018. Donc je vais vous lire des petits passages de la biographie d'Elon Musk. Donc là, c'est celle qui est sortie, je crois, l'année dernière, donc écrite par Walter Isaacson. Donc c'est lui qui a écrit celle de Steve Jobs, Léonard de Vinci, Einstein, etc. Donc, au début du mois d'avril 2018, Tesla, il produisait 2000 Model 3 par semaine, et il semblait n'y avoir aucune loi de la physique qui allait leur permettre d'atteindre l'objectif qu'ils avaient promis à Wall Street de 5000 Tesla par semaine. Et pendant ce temps, l'action Tesla était proche de ses plus hauts historiques, ce qui lui donnait une capitalisation boursière supérieure à celle de General Motors, alors que General Motors avait vendu 10 millions de voitures pour un bénéfice de 12 milliards l'année précédente, pendant que Tesla avait vendu 100 000 véhicules et perdu 2,2 milliards. Donc on a General Motors 10 millions de voitures vendues, Tesla 100 000, donc c'est 100 fois moins, et 12 milliards de bénéfices pour General Motors et 2,2 milliards de pertes pour Tesla. Et pourtant, Tesla était à une valorisation, une capitalisation boursière plus élevée que General Motors. Donc ça, c'est parce que déjà à l'époque, Tesla et surtout Elon Musk avaient beaucoup de fans, et donc ça gonfle la valo, quoi. Ces nombres et le scepticisme sur les capacités d'Elon Musk et Tesla d'atteindre les 5000 voitures par semaine, ça a fait de Tesla un aimant à short sellers, qui gagnent de l'argent quand l'action baisse. Et en 2018, Tesla était devenue l'action la plus shortée de l'histoire. Et juste en dessous, on a une citation d'Elon Musk qui nous dit qu'en gros, Wall Street, ils avaient toutes les informations en temps réel, à la fois de sources de l'intérieur de l'entreprise et aussi par drone, donc des drones qui volaient au-dessus des usines, quoi. Donc ils donnaient les nombres en temps réel, ils savaient exactement combien de voitures étaient produites par jour, par semaine, etc. Donc je résume la situation de Tesla à ce moment-là. Avril 2018, ils produisent 2000 voitures par semaine, et ils doivent en produire 5000 par semaine fin juin. Sauf que ce qui n'est pas précisé dans ce passage-là, mais c'est précisé un petit peu plus tard, c'est que s'ils n'atteignent pas ces 5000 Model 3 par semaine fin juin, l'entreprise fait faillite.
Donc Tesla se retrouve à faire faillite comme d'ailleurs la plupart des entreprises automobiles de l'histoire. Et donc Tesla c'est fini quoi. Pendant ce temps, t'as tous les gérants de fonds et tout le monde à Wall Street qui a des drones qui volent au-dessus des usines Tesla, qui ont des informateurs de l'intérieur de l'entreprise, etc. Ils sont tenus au courant en temps réel du nombre précis de voitures que Tesla arrive à produire par jour, par semaine, etc. En plus de ça, t'as une action qui est extrêmement surévaluée et qui est plus chère que General Motors alors qu'ils vendent 100 fois moins de voitures et qui sont en perte alors que General Motors est en bénéfice. Et donc ils voyaient que ça paraissait complètement impossible que l'objectif soit atteint. Et donc ils se retrouvaient avec une action ultra surévaluée qui va faire faillite dans un mois et dont la valorisation est gonflée par plein d'investisseurs particuliers qui n'ont aucune idée des fondamentaux de ce qui se passe dans l'entreprise mais qui sont juste fans d'Elon Musk. Et donc en fait pour eux ça paraissait de l'argent gratuit quoi, il suffisait de short. Et si tu répètes ce scénario 100 fois, il y a peut-être 95 fois où là les mecs qui shortaient se retrouvent gagnants. Mais pas de bol, ils sont tombés sur Elon Musk. Là on a des petites photos de cette période-là, donc on voit Elon Musk qui mettait les mains dans le cambouis ici et ici, et puis on le voit dormir sous son bureau. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé une tente industrielle sur le parking de Tesla, parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de lignes d'assemblage pour atteindre les 5000. Donc lui s'est dit, il faut qu'on ajoute une ligne d'assemblage. Et donc ils en ont improvisé une sous une tente qu'ils ont installée sur le parking de Tesla. Et ça, il l'avait... donc tous les mecs qui shortaient tout ça, ils l'avaient pas vu venir, et même avec ça, c'était pas gagné. Hein. Mais il se trouve que fin juin, ils ont réussi à en produire 5037 ou quelque chose comme ça, et donc Tesla n'a pas fait faillite, et Tesla a réussi à atteindre son objectif de 5000 voitures en une semaine, et ainsi de suite, et après la demande pour la Model 3 a commencé à augmenter, et ils ont fait pour la première fois un bénéfice l'année suivante, et l'action s'est envolée, etc. Et donc, tous les mecs qui shortaient, ils étaient cuits, quoi. Alors que ça pouvait paraître être le truc rationnel à faire à ce moment-là, quoi. Et maintenant, je voulais vous donner 3 principes qui, pour moi, justifient de ne jamais short. Déjà, le premier truc, c'est que pour une action, le plus bas, c'est 0, alors que pour le plus haut, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, juste à cause de ça, en pariant sur des hausses plutôt qu'en pariant sur des baisses, on met déjà c'est une manière déjà de mettre les probabilités en notre faveur. Je répète tout le temps que l'investissement, c'est avoir comme un jeu de probabilité, quoi, un jeu de type pari comme le poker ou le bridge. Et donc on a trouvé toutes les manières de mettre les probabilités en notre faveur, sachant qu'on n'aura jamais une probabilité de réussite de 100%. Et donc une des manières de mettre les probabilités en notre faveur, c'est de ne faire que acheter, en fait, que parier à la hausse, et sans effet de levier, mais ça c'est un autre sujet. Deuxième principe, c'est que quand on short, si on a raison trop tôt, on est foutu. C'est comme si on avait tort. Et donc là, si je reprends l'exemple de Palantir, ok, la Palantir, ils sont à 124 fois le chiffre d'affaires. Je vois pas trop comment quelqu'un pourrait me justifier que c'est pas surévalué, ni même que c'est pas extrêmement surévalué, mais je pourrais très bien shorter Palantir, Palantir fait encore un x2, je me fais liquider, donc moi je suis cuit, et ensuite l'action perd 99%, et donc au final je serais ruiné en ayant eu raison, donc ce qui sert pas à grand chose. Et le troisième principe, c'est que l'irrationalité qu'on peut avoir en bourse sur des horizons court terme, elle peut atteindre des niveaux qu'on n'imagine même pas en fait. Par exemple, là je pourrais me dire impossible que Palantir atteigne les 150 fois le chiffre d'affaires, 200 fois le chiffre d'affaires, mais en fait j'aurais déjà considéré impossible que ça atteigne 124. Donc en réfléchissant comme ça, il y aura toujours un moment où on va se faire avoir. Si on se dit impossible que ça aille plus haut, impossible que ça aille plus haut, il y a toujours un moment où ça va être possible, en fait, où ça va arriver, et où on va se faire avoir, quoi. Donc voilà pourquoi je ne short jamais, et je rappelle que si vous voulez recevoir par email ma checklist d'investissement, donc tous les critères que je regarde pour choisir les actions dans lesquelles j'investis, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description ou bien sur le bouton qui s'affiche maintenant au milieu de l'écran. Et à plus!